Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Géopresse. Donc c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve encore aujourd'hui pour vous présenter cette émission qui s'intéresse essentiellement aux questions liées à la gouvernance publique, à la gestion de l'État, à l'économie et à la sécurité. Aujourd'hui, dans ces nouveaux numéros, nous allons nous intéresser sur des sujets qui défraient la chronique. Il s'agit bien évidemment de manifestations dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où on parle de plus de 40 morts après la répression de forces de l'ordre. Et puis nous allons nous intéresser également sur la stabilité économique et la rentrée scolaire. Comme vous le savez, la rentrée scolaire est annoncée pour le 4 septembre 2023. Enfin, nous allons parler du putsch qui a eu lieu au Gabon, où le président Ali Bongo a été démis de ses fonctions. Le général Brice Oligui Nguema est désormais le président de la transition. Voilà le différents sujets que nous allons tenter d'analyser, de scruter au cours de cette émission. Je ne suis pas seul, je reçois des journalistes. J'ai à ma droite Patrick Ilunga, journaliste au groupe de presse Police Forum, et Dieudonné Boinali à ma gauche, également journaliste au groupe de presse Géopolice Forum. Bonjour à vous, Patrick Dieudonné. Bonjour Jojo Moulamba, bonjour à mon co-débatteur Dieudonné Boinali, bonjour également à tous nos téléspectateurs. Bonjour Jojo Moulamba, bonjour à mon co-débatteur Patrick Ilunga, bonjour aussi à tous nos téléspectateurs et fidèles de l'émission Géopresse. Fidèle de l'émission Géopresse, voilà, nous commençons cette émission. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons suivre le général Constant Ndima, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, une province mise sous état de siège, qui va expliquer comment c'est organisé ou comment s'est déroulée la manifestation de population dans la ville de Goma, des populations qui réclamaient encore une fois le départ de la MONUSCO et également de forces de l'EAC qu'ils jugent inefficaces dans la traque de groupes armés qui ne cessent de s'aimer la désolation et la terreur dans cette partie du pays. Suivons le général. Ce qui s'était passé hier, nous avons affaire à un groupe mystico-religieux qui a apparu ici. Nous le connaissons il y a quelques mois. Le leader, c'est un prophète, il s'est dit prophète Bissimois. Il est originaire du Sud Kivu, mais installé ici. Pour rappel, ce groupe a fait quelques éruptions. Ils ont paralysé la ville de Téfoua avec 2 éruptions. Une éruption vers la base de la MONUSCO et la seconde fois, c'était au rond-point BDG en pleine ville. Cette fois-ci, ils ont encore planifié la descente en ville, mais avec des revendications. D'abord, le départ immédiat de la MONUSCO, le départ de tous les Occidentaux, y compris leurs ONG, et aussi le départ des forces de Est-Africa. Depuis ce temps-là, nous les encadrions, mais cette fois-ci, à partir de leur bastion, là où se trouve leur église, ils se sont regroupés et se disent aujourd'hui ils doivent mourir. Donc manipulés tout à fait par ce prophète. Et la police est allée, donc le 9 le soir, pour les encadrer, les empêcher d'aller vers la base de la MONUSCO. Pendant que la police faisait son travail, ils ont arraché un policier, ils l'ont amené chez eux, ils l'ont tué, en portant son arme. D'un coup, il y a eu retentissement des armes dans le groupe. Nous ne savons pas, ça sortait d'où, mais c'est pratiquement dans tous ces quartiers-là. Alors nous nous sommes dit,
Ils ont arraché un policier, ils l'ont tiré chez eux et ils l'ont tué en portant son arme. Et d'un coup, la manifestation que nous imaginons passive, sans violence, se transforme directement en violence et les coups de feu. Voilà, nous venons là de suivre le général Constant Ondima qui revenait en fait sur le contour de ce qu'il y a eu comme manifestation dans la ville de Goma le mercredi dernier où il y a plusieurs personnes ont manifesté. Donc il s'agit bien des adeptes de la foi naturelle judaïque messianique vers les nations. Ces personnes ont manifesté pour exiger le départ de la MONUSCO et des forces de l'EAC, mais force est de constater qu'il y a eu 2 morts. Le général l'a renseigné, un policier, mais aussi du côté de manifestants, plus de 40 personnes sont mortes. Donc dans tous les 2 camps, il y a eu 2 morts. Patrick Ilunga, vous avez suivi cette situation de près. Qu'est-ce qu'on peut bien retenir de cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a vraiment au fond dans cette question? Déjà pour commencer, Jojo, la manifestation n'a pas eu lieu en tant que telle, c'était une manifestation en préparation. Moi, ce qui m'a étonné un peu, c'est quand je vois les images, c'est d'une cruauté quand même inouïe. On n'a jamais vu ça. En tout cas, moi, de mémoire, je n'ai jamais vu ça d'une manifestation entre Congolais. Pour l'instant, je crois que la seule chose qui peut se dégager en moi, c'est l'incompréhension. Je ne comprends pas pourquoi une réaction aussi disproportionnée, parce que quand vous lisez quand même, il y a beaucoup de réactions. Le porte-parole du gouvernement, M. Patrick Muyaya, a réagi au nom du gouvernement. Le gouverneur militaire a réagi. Son porte-parole, c'est lui qui réagissait depuis mercredi. Il dit que c'est d'abord les manifestants ont arraché un policier, ils l'ont lapidé à mort, ce qui a, on va dire, ce qui a provoqué la réaction des forces de l'ordre. Est-ce qu'ils pouvaient faire ça, ces manifestants? Est-ce qu'ils pouvaient faire ça? Non, mais notre société, elle est comme ça maintenant. C'est une société de violence, malheureusement. Hein, c'est une société où on ne se tolère plus. Voilà. Donc, je crois que les manifestants, aujourd'hui, c'est vrai que dans le rang des manifestants, comme il y a eu beaucoup de morts, comme on dit, qui meurt paye ses dettes, on ne peut pas forcément jeter la faute sur eux parce qu'il y a eu des morts dans leur camp. Donc on va d'abord saluer la mémoire des Congolais qui sont partis et on doit s'interroger pourquoi c'est arrivé comme ça. Moi j'ai l'impression simplement qu'on ne nous dit pas tout. Comme dans l'armée et dans la gestion de la chose publique, il y a ce qu'on appelle secret défense. Peut-être qu'il y a des choses que l'on ne nous dit pas, parce que moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens, parce que c'était dans la nuit, c'était vers 3h, 4h que les balles ont commencé à crépiter. Et si vous suivez bien le gouverneur, il dit, à partir du moment où ils ont tué le policier, les crépitements des balles ont commencé à retentir dans leur camp. On ne sait pas ça venait d'où. Là, je crois que c'est un détail important qui pouvait nous échapper à nous tous. Mais à partir du moment où le premier citoyen de la province dit on ne sait pas ça venait d'où, donc je crois qu'il y a besoin de faire une enquête. Mais les images que je vois, en tout cas qui circulent partout dans les réseaux sociaux, on voit quand même qu'il y a des soldats. Bon, on ne sait pas, c'est probablement les soldats congolais, mais comme les enquêtes n'ont pas encore établi les responsabilités de manière, on va dire, officielle. Ouais. On va dire, on a vu des soldats traîner des corps sans vie, les entasser dans des camions. Voilà. Donc, si ce sont les forces de l'ordre de l'armée congolaise, comme ça se dit partout, et le communiqué même du gouvernement dit, c'est les forces de l'ordre ont réagi, sont intervenues pour rétablir la paix, parce que ces gens-là troublaient déjà l'ordre public. Moi, je crois qu'il y a un problème. Il faut élucider ce problème-là.
établir les responsabilités. Déjà, entendre peut-être le gouverneur de province, parce qu'il s'agit d'une province quand même gérée par un militaire et avec ses adjoints, les policiers. On doit l'entendre quand même pour savoir, au-delà de lui, c'est-à-dire la chaîne des commandements, le maire de ville, même le commandant les chefs des opérations. Les opérations, on doit les entendre quand même pour savoir ce qui s'est passé, parce que eux disent que ces gens-là étaient armés, qui jouaient les jeux de M23, qu'ils étaient manipulés, drogués, et que, bon, ils étaient à la solde de l'ennemi. Bon, tout ça, c'est bien d'écouter ça, mais ces gens-là sont morts. Mais il y en a quand même qui ont été arrêtés. Il faut un procès, il faut des enquêtes pour que les commanditaires, bien les responsabilités soient établies et que le coupable subisse la rigueur de la loi. Oui. Donc voilà. Dieudonné Boinali, il y a eu incompréhension, on peut le dire. Il y a un mort du côté de forces de l'ordre et puis plusieurs morts du côté de manifestants. Donc on ne sait pas bien comprendre ce qui se passe. Est-ce que ces adeptes-là exigeaient vraiment le départ de la MONUSCO et des forces de l'EAC? C'était vraiment une manifestation pacifique. De quoi s'agissait-il? C'est quoi cette incompréhension? Qu'est-ce qui peut vraiment rendre plus clair cette situation pour bien comprendre? Bon, je vais d'abord commencer à présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées. Deuxièmement, nous devons savoir la province du Nord Kivu fait partie des provinces peuplées de la République démocratique du Congo. Rien que dans la ville martyre de Goma et chef-lieu de la province, vous trouvez une population avoisinant les 2 500 000 à 3 millions d'habitants. Vous avez sur 1 km carré une densité de plus ou moins 26 000 âmes. Et dans cette ville, il n'y a pas seulement les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale, y compris les services de renseignement qui travaillent dans les secteurs de la défense et de la sécurité. Vous trouvez également dans la ville de Goma les forces de la MONUSCO, les forces de East African Community, EAC. Vous trouvez des forces négatives, des infiltrés. Vous trouvez aussi des mouvements non pacifistes. Donc c'est difficile à ce stade qu'on puisse attribuer la faute, les décès d'une cinquantaine de compatriotes congolais à nos forces armées, parce qu'il y a une multitude de forces qui résident à Goma et qui font le même travail que l'armée nationale et la police nationale. Au sein de la MONUSCO, vous trouvez des combattants, mais vous trouvez aussi des policiers. Quelle hypothèse peut être la plus plausible? Voilà, je dénonce et je déplore seulement la mort d'hommes, une cinquantaine d'hommes, encore que c'est un bilan provisoire, c'est beaucoup, c'est presque une salle de classe, toute une avenue, il y a des salles de classe de 20 à 25 élèves. Quand vous perdez 50 à 60 compatriotes, c'est beaucoup. Je pense même que le gouvernement congolais devrait décréter un deuil national et surtout prendre en charge les frais des obsèques de ces Congolais disparus qui ne vont plus revenir à la vie, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse. Et je demande aussi à toutes les forces de sécurité qui sont là-bas de toujours calculer l'usage de la force. Apparemment, il y a eu usage disproportionné de la force, parce que comment comprendre pour la mort d'un policier, d'un élément seulement des forces de sécurité, qu'on puisse avoir une cinquantaine de morts? C'est pour dire un policier tué, 50 civils qu'on doit tuer. Je ne pense pas. Il y a eu usage disproportionné de la force. Et prochainement, pour des raisons qu'il faut bien... Pour des raisons non avouées, non encore élucidées. Oui, oui. Mais nous devons aussi reconnaître que nous sommes sous état de siège. Notre armée, notre police, même tous les services de sécurité sont en alerte maximale, de jour comme de nuit. Il suffit seulement d'un petit bruit. Oh, baillez, des rebelles. L'armée peut tirer. Et surtout que si en face, vous avez
des manifestants armés, habillés en tenue militaire, armés, et avec des moyens, d'autres moyens non légaux de faire la guerre. Par exemple, ils font usage des machettes, ils vont mettre le feu, ils ont des bidons d'essence. Ça pouvait être aussi un mouvement de rébellion en gestation, ou bien spontané. Et il faut protéger aussi nos militaires, nos officiers. On en a perdu beaucoup. On ne peut pas laisser ces gens-là vaquer librement, créer des troubles, parce qu'au sein de ces groupes-là, il y avait des civils. Il fallait prendre aussi des mesures de précaution, mais malheureusement, ça conduit à la mort d'hommes. Nous pensons que cette situation ne va pas se répéter et que les enquêtes sont en cours pour tirer toutes les responsabilités. Goma, c'est une ville surpeuplée, il y a une forte densité. Il faut qu'on réfléchisse 2 fois, même 10 000 fois, avant de lancer, avant même qu'un commandant puisse donner l'ordre de tirer, parce que à chaque fois quand il y a des tirs, il y a toujours un bilan lourd. Et Goma n'est pas si loin de Beni, c'est toujours dans la même province où on attend qu'il y a 23 morts, 42 morts, 48 morts. Les gens qui sont morts à Goma, ce sont des morts de trop, ce sont des Congolais. Et ce qui est grave encore, ça va alimenter la psychose, parce que nous sommes à 3 mois et demi des élections, de la présidentielle. Les gens risquent d'avoir peur, ça risque de renforcer les taux d'abstention lors des prochains scrutins. Je pense que tout le monde doit jouer à l'apaisement. L'insécurité qui règne à l'Est, ce n'est pas seulement l'affaire de la MONUSCO. Il y a certaines puissances qui ne veulent pas que le Congo soit en paix, pour qu'ils continuent à piller nos minéraux, nos ressources minières. Et voilà un peu la situation qui se présente devant nous, que nous condamnons. Nous voulons la paix. Les Congolais de l'Est, comme ceux de l'Ouest, du Nord et du Sud, ont besoin de la paix pour vaquer librement à leurs activités, surtout les activités champêtres. Goma, c'est le chef de la province du Nord Kivu. Le Nord Kivu, c'est un des greniers agricoles de la République démocratique du Congo, et surtout qui fait partie d'une partie importante de la République, qui fait entrer beaucoup d'argent dans les trésors publics issus des activités minières, issus des activités douanières. Merci Dieudonné Bonali. Patrick Lunga, vous avez suivi Dieudonné Bonali, qui a beaucoup insisté sur le fait qu'il ne faut pas que pareille situation ne se reproduise encore dans le pays, puisque là, beaucoup de gens condamnent. Les voix se sont vraiment levées pour condamner cette situation. Donc, là, on fait allusion à la mort de plus d'une cinquantaine, de plus d'une quarantaine de personnes. Mais que faut-il faire ? Comment il faut réfléchir pour éviter ces cas de mort? Comment il faut réfléchir? Comment il faut faire pour éviter qu'il y ait tout le temps de panique, pour que l'armée vraiment soit à même de pouvoir se défendre quand il faut quand il faut vraiment? Moi, je crois que la première chose à faire, c'est d'abord psychologique. Il faut que chaque Congolais s'indigne. On doit s'indigner vraiment pour pas s'apaiser, mais s'indigner quand même, parce que une seule vie qui est arrachée brutalement, c'est une vie déjà, c'est une mort de trop, comme on dit. Là, imaginez maintenant, c'est 48, probablement 48 familles, ou bien une quarantaine de familles qui vont, qui ont perdu des êtres chers. C'est quand même assez incroyable. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord être indigné pour pousser le pouvoir public à enquêter de manière très très sérieuse, pour que, bon, pas attendre qu'une situation pareille ne se répète plus, mais que avant que on émette le souhait de voir qu'une situation pareille ne se répète, il faut d'abord qu'une justice équitable soit rendue pour les morts. C'est-à-dire que ceux qui sont à la base de ça doivent être sévèrement punis, on l'a déjà dit aujourd'hui. Mais au-delà de ça, il faut, je crois, prendre des mesures qu'il faut. À chaque fois qu'il y aura des foules, c'est vrai que la province est sous état de siège, on sait que les manifestations sont prohibées, on le sait. Mais il peut y avoir des mouvements de foule comme ça, des mouvements qui sont incontrôlés, mais il faut que la police soit mise
je crois, en avant-plan pour gérer des mouvements de foule. Pas l'armée, parce que généralement, les militaires ont tendance à faire recours ou bien à faire usage des armes à feu. Mais les policiers ont plusieurs moyens de stopper des foules enragées, par exemple. Il y a aussi des bavures policières, hein, donc oui, c'est à tous les niveaux. Donc, oui, c'est à tous les niveaux, mais au moins les policiers peuvent, par exemple, lancer d'abord des gaz lacrymogènes, ils peuvent faire usage des armes non létales, mais là, c'était tiré à bout portant avec des armes qui peuvent donner la mort. Le raison de tir, ça, nous devons ça doit être connu. Je pense pas que le militaire se sont réveillés d'eux-mêmes pour commencer à tirer sur. Non, mais la force, on est d'accord quand même sur le plateau que la force a été disproportionnée, d'autant plus qu'il y a eu un mort qu'on regrette, un mort d'un policier qu'on regrette. Ça, c'est clair, ça, c'est connu. Mais l'horizon. Les raisons, puisque je ne pense pas qu'ils sont sortis de leur caserne pour aller directement sur ces lieux-là et commencer à tirer. C'est pour des raisons qui sont... Non, je pense simplement que c'est disproportionné parce qu'il y a eu un mort d'un policier qu'on regrette, mais il y a eu 47 autres civils qu'on doit encore plus regretter. Mais je crois que simplement, si à la place des soldats, il y avait des policiers pour gérer ça, je crois simplement que le bilan aurait été moins lourd. Exactement. Moins lourd. Dieudonné Bonali, comment Patrick Lunga a parlé de policiers qui souvent dans ces genres de manifestations, j'ai rejoint les propos de mon estimé s'il vous plaît, Dieudonné Bonali. Donc d'après vous, que faudra-t-il faire puisque avec Patrick Lunga, il faut une justice. Si on compare les ratios, un policier contre 48 civils tués, c'est beaucoup. Et puis nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Dans une famille africaine, vous retrouvez au moins en moyenne 10 personnes. Quand on tue 48 personnes, multiplié 48 par 10, vous avez au moins 480 personnes qui sont éprouvées. Et dans une ville de plus ou moins 2 500 000 habitants, c'est beaucoup. Moi, je pense, comme l'a dit tout à l'heure Patrick Lunga, c'est là où j'ai rejoint son propos, il ne fallait pas faire recours à l'armée ou à la MONUSCO ou à l'Est African Community, si c'est ça les cas qui se présentent, pour réprimer les manifestants. Moi, je pense que les policiers sont bien formés, ils étaient à même de réprimer les manifestants en utilisant les gaz lacrymogènes. Qui ne représentaient pas un danger. Qui ne représentaient même pas un danger. On ne voulait même pas renverser le gouvernement. Ils sont arrivés à traîner même s'ils avaient des armes blanches en main, y compris certaines armes létales, moi je pense qu'il y avait... Ce sont des professionnels, les policiers, les militaires, y compris les forces onisiennes. Ce sont des professionnels, ils sont formés aussi pour gérer ces genres de manifestations publiques. Donc, il y avait les moyens de maîtriser ces civils en envoyant rien que la police nationale. Si la police était dépassée, on pouvait faire recours à la police de la MONUSCO. Et autre chose, moi je pense nos gouverneurs des provinces, ils sont au nombre de 26, je pense chacun fonctionne... pour ne pas dire tous les gouverneurs, il y a certains gouverneurs qui fonctionnent, qui gèrent la population en cavalier solitaire. Je pense qu'ils devaient copier les bons exemples de la gestion des manifestations publiques, ce qui s'est fait ailleurs. Vous voyez comment les gouverneurs de la vice-province de Kinshasa, Jantini Ngobila, Mbaka, voire même son prédécesseur André Kimbuta Yango, géraient les demandes d'organisation des manifestations publiques, même politiques. Les gouverneurs parvenaient même à délocaliser d'une façon intelligente et sage de prévenir des morts, des pillages, la mise à feu de certaines boutiques et magasins, c'est de délocaliser aussi cette manifestation. Vous pouvez autoriser une manifestation, mais vous la délocalisez du lieu où elle a été prévue. Si par exemple on vous demande, nous allons prendre l'avenue des Volcans ou bien l'avenue Virunga, mais vous pouvez délocaliser cette manifestation. Parce que
vous estimez que là où les organisateurs ont prévu pour manifester, il y a une forte densité. Il y a trop de stations-service, par exemple. Il y a trop de boutiques et magasins des commerçants. Vous allez mettre ces activités-là en danger. Vous pouvez les délocaliser. Surtout que nous savons que parmi les manifestants, il y a ceux qui viennent pour faire les pillages et rentrer à la maison avec les butins de guerre. Tout ça, c'est connu. C'est de la notoriété publique. C'est là où je pense que les gouvernants dans la province du Nord Kivu ont péché. On pouvait délocaliser la marche. Vous leur dites, mes amis, vous avez demandé de manifester. Nous tous, nous sommes pour la patrie. Vous voulez manifester pour défendre la patrie. Mais regardez l'endroit là où vous avez prévu. Votre itinéraire là, moi je trouve que ce n'est pas sage. D'accord, merci Dieudonné Bornali. Vous délocalisez la manifestation. Oui. Les bons exemples sont là. Il faut emboîter les pas à certains gouverneurs qui parviennent à maîtriser des foules, à maîtriser les manifestants. Vous changez même des dates. Et non dire non, je suis incapable de sécuriser un match de football. Je suis incapable de sécuriser une marche. D'accord, Dieudonné Bornali. La loi dit, quand on vous demande l'autorisation de manifester, vous, l'autorité publique, vous devez sécuriser les manifestants, vous leur donnez même l'itinéraire. Vous leur indiquez même les heures de la marche. On ne peut pas marcher la nuit, on ne peut pas marcher pendant les heures de service, trouver l'ordre public, par exemple. D'accord, Dieudonné Bornali, nous allons passer au deuxième point. Là, il s'agit de la stabilité économique et la rentrée scolaire. Donc, le gouvernement de la République, à travers le comité de conjoncture économique, avait tenu une réunion présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, qui a beaucoup insisté et aussi instruit le membre de son gouvernement à pouvoir travailler, de faire en sorte que la rentrée scolaire soit paisible et éviter surtout le grève qui peuvent être déclenchés par le syndicaliste. Donc tout le moyen économique doit être mobilisé, le moyen financier disons doit être mobilisé afin d'assurer cette rentrée scolaire. Je vous propose de suivre le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, qui fait le point de cette réunion et puis nous allons revenir afin c'est un peu de commenter. On a commencé par examiner la situation économique au niveau international et à ce sujet, on a relevé 2 points. Le fait qu'il s'observe un léger relèvement de l'activité économique au niveau international qui est tiré essentiellement par les secteurs de l'automobile. On a également noté une baisse des prix des principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo. Dans le secteur national, la RPTC, l'autorité de régulation des postes et télécommunications, a annoncé à la suite des problèmes que nous connaissons sur le plan de la téléphonie mobile, l'arrivée d'un bateau câblier dans les eaux de l'Afrique de l'Ouest qui va procéder dans les jours qui suivent à la réparation du câble fibre optique sur lequel notre pays est branché. Et donc on peut espérer que dans quelques jours, on aura une solution à ce problème de téléphonie que nous connaissons, tout ce qui nous a affecté au cours des dernières semaines. Sur le plan réel, en commençant par l'inflation, l'on note que le niveau est stable, comme on l'a observé au cours des dernières semaines, sauf que par rapport à la semaine du 18 août, on note au 24 août une légère accélération de la formation des prix et cette inflation se situe à 17,2% en cumul annuel et en glissement annuel à 22,8%, avec en projection un taux de 11,5% à fin exercice dans le cadre du programme convenu avec le Fonds monétaire international. Pour ce qui est du marché d'échange, l'on note également une stabilité, sauf que comparativement à la semaine du 18 août, au 24 août, le franc congolais a connu une légère dépréciation et s'est échangé à un taux de 2462 francs congolais pour $1 américain. À l'indicatif et au marché parallèle, on est à 2505 francs congolais pour $1 américain. Et enfin, en ce qui concerne les réserves d'échange, on note une légère augmentation de 3%. Ces réserves se situent à 4,7 milliards de dollars, ce qui représente environ 2,6 semaines d'importation des biens et des services. On a également parlé de la rentrée scolaire et des instructions ont été données pour que tout se passe dans le calme et que nous ne puissions pas avoir de mouvements de grève.
Et donc le gouvernement prendra toutes les dispositions avec les syndicats du secteur pour s'assurer d'une rentrée scolaire. Voilà, là nous venons de suivre le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, qui a fait le point de cette réunion du comité de conjoncture économique. Vous savez, on parle rarement de l'éducation, de la rentrée scolaire, mais aujourd'hui nous avons estimé qu'il était aussi intéressant puisque cette rentrée est prévue pour le 4 septembre 2023 et que nous, le parent, qui sont ici sur ces plateaux, sont bien concernés par cette situation et que aussi cette rentrée exige aussi une implication économique importante pour qu'elle soit paisible comme le souhaite le gouvernement Sama Lukonde. Dieudonné Boanali, vous avez suivi cette actualité. Quelle analyse faites-vous? Bon, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire, prévue les 4 septembre prochain, et bientôt la rentrée académique. Donc le gouvernement est en train de s'apprêter pour faire face à la rentrée scolaire et aussi à la rentrée académique. C'est le moment aussi choisi pour l'intersyndicale de l'administration publique et tous les autres mouvements syndicaux pour faire mal, déclencher des mouvements de grève. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde étant conscient de l'enjeu, comme on dit, gouverner c'est prévoir, il a anticipé, il a donné des instructions fermes et précises pour que toutes les dispositions soient prises afin de ne pas perturber la rentrée scolaire prochaine. Quelles peuvent être ces dispositions? Ces dispositions sont entre autres, il faut payer tous les agents et fonctionnaires de l'État. Il ne faut pas oublier que l'État, c'est le plus grand employeur. Lui-même, il a plus d'1 million d'agents et fonctionnaires de l'État, y compris des militaires et des policiers, sans oublier les agents des services de renseignement. L'État lui-même doit commencer par payer ses agents afin de leur permettre d'acheter les cahiers, stylos, les uniformes pour leurs enfants, pour les futurs cadres du pays. Et tous les enfants, la politique du gouvernement, c'est laquelle? Tous les garçons et toutes les filles à l'école. Si on veut que tous les garçons et toutes les filles aillent à l'école, il faut commencer par payer les parents, que ce soit dans le secteur public et le secteur privé. Mais malheureusement, au moment où nous parlons, il y a encore certains agents de l'État qui ne sont pas encore payés à moins de 5 jours de la rentrée scolaire. Il faut se demander comment leurs enfants iront à l'école avec les anciens uniformes. Les cahiers vont les retrouver où? Deuxième chose, je pense qu'il faut protéger les pouvoirs d'achat de la population. Je suis heureux de constater que le ministre national du budget a annoncé que les taux d'échange sur les marchés est stable. Parce qu'on risque de payer stable, mais une légère dépréciation. Voilà, on risque de payer les parents. Leurs salaires sont en francs congolais, mais ils font certains paiements en dollars. Par exemple, les avances des frais scolaires. Et toutes les écoles en République démocratique du Congo préfèrent percevoir ces frais en dollars. Par rapport à cette question, il y a à boire et à manger. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit les salaires au taux d'échange. Je parle au nom de la majorité des Congolais qui est pauvre. Je parle au nom des fonctionnaires de l'État, des militaires et des policiers qui ont un pouvoir d'achat faible. C'est à cette catégorie-là des personnes que je m'adresse, que je suis en train de défendre. Le gouvernement doit protéger les pouvoirs d'achat. Autre chose, le gouvernement doit interdire aussi l'achat obligatoire de certains objets classiques au niveau des écoles. Il y a certaines écoles qui imposent... Ouais, il y a certaines écoles, le ministre Tony Mwaba est là. Je ne sais pas si ce service l'informe. Il y a certaines écoles, publiques comme privées, qui imposent aux parents l'achat des uniformes, même des cahiers, à l'école même. Et à quel prix? C'est hors des prix, c'est hors bourse. Moi, je me demande, avec les salaires qu'on paye aux policiers, aux militaires, aux fonctionnaires civils, comment ils vont s'en sortir pour faire face à la rentrée scolaire, pour que leurs enfants puissent étudier dans les conditions minimales et les meilleures possibles. Je termine aussi par dire ceci.
ce n'est pas ces moments que le gouvernement devait décider pour prendre ces mesures. Ces mesures devaient être prises, je pense, depuis le début du mois d'août. Même le mois Jouer pour le climat apaisé. Pourquoi pas au début de vacances même. Et puis, il y a autre chose qu'on ne dit pas. Le gouvernement a décidé. Mais quelles sont les dispositions qui ont été prises au niveau des exécutifs provinciaux? Je vous apprends qu'au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa, on a déjà annoncé le début du contrôle de la vignette. Mais ça va perturber encore la circulation. Comment les enfants vont aller à l'école? Ngobila et toute son administration ont pris tout le temps pour imposer l'achat de la vignette. Ils ont attendu seulement à la veille de la rentrée scolaire pour imposer la vignette. Mais comment on va circuler dans la ville? Ça sera difficile. C'est là où le gouvernement doit aussi insister. Oui, Patrick Lunga, avec la situation économique actuelle du pays, est-ce que cela peut aider vraiment le parent à pouvoir bien faire face à la rentrée scolaire actuelle? D'ailleurs, il y a plusieurs reportages qui ont montré que le vendeur s'est plaigné, s'est larmoyé en disant que nous ne savons pas comment cette rentrée va se faire, puisqu'il n'y a pas l'afflux de parents dans le marché. Les produits ne sont pas, les marchandises ne sont pas écoulées. Et les parents eux-mêmes ont été aussi interrogés par des journalistes. Les parents ont dit que, en tout cas, c'est très difficile. C'est très difficile. Bon, il faut dire d'abord que, pour reprendre là où Dieudonné Boinalice est arrêté, c'est qu'il y a eu déjà, si je ne me trompe pas, une circulaire du ministre qui a interdit la vente des objets classiques au niveau des écoles, mais ça continue. Malheureusement, il y a des mesures qui sont prises, qui sont des décisions qui sont prises, mais ça continue impunément. Les parents, moi je suis parent, donc on continue à souffrir avec des objets classiques qu'on achète hors de prix. Ils s'en foutent apparemment, les gestionnaires des écoles. Hors de prix, qu'on achète hors de prix, c'est l'absence quasiment de l'autorité publique. Parce que normalement, moi je crois que l'éducation, l'enseignement, devait être un service public. C'est-à-dire que même si l'État a laissé aussi au privé l'initiative de faire ça aussi, mais l'État doit avoir une main dessus parce que ceux qui sont formés là, c'est les citoyens de demain. Les citoyens de demain sortent parfois des écoles privées, parfois des écoles publiques. Malheureusement, au lieu d'être simplement un service public, c'est devenu aujourd'hui un business des écoles. Je crois que ça peut nous inspirer un jour de faire des reportages sur des business des écoles. Aujourd'hui, c'est parmi les business. Vous payez, vous réussissez. Florissant. L'élève, vous payez, vous réussissez. L'élève, c'est un peu un client pour eux. C'est un peu un client pour eux. Alors, pour parler de la conjoncture, comme vous venez de le dire, nous sommes dans la dernière année du mandat, donc nous sommes en préparation pour les élections. Il y a les dépenses liées aux élections, il y a des dépenses liées, des dépenses de souveraineté, liées par exemple à l'achat d'armes. Vous savez qu'on est... Efforts de guerre. Les efforts de guerre, les pays sont en guerre. Il y a des dépenses comme ça, il y a donc des contraintes. Vous savez aussi que l'année budgétaire est en train d'aller à la fin. Donc, il y a toutes ces contraintes fait que l'État n'a pas forcément la marge des manœuvres nécessaires. Maintenant, imaginez déjà que naturellement, vu tout ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, l'État n'a pas la marge de manœuvre qu'il faut, mais l'État qui s'affaiblit un petit peu. Vous savez, le business de l'école que je viens de décrire, mais il y a un défi, le défi aussi de la gratuité. Vous savez, la gratuité, c'est une très très bonne mesure, c'est légal, c'est constitutionnel, mais le défi de la gratuité, c'est que on a fait, on va dire, une sorte de faveur, entre guillemets, aux parents, mais les enseignants pleurnichent, ils disent ça les défavorise. Ça aussi, c'est une justice sociale qu'il faut suivre. C'est un défi. Je crois que les syndicalistes... Mais il y a eu des améliorations au niveau de leur salaire. Oui, ça continue, mais les revendications... Ils veulent encore plus. Ils veulent encore plus, mais ce sont des revendications légitimes quand même. Mais il y a aussi, je crois, le dernier fait, c'est le fait que aujourd'hui, vous avez par exemple, les services publics n'arrivent pas à réguler, parce que
c'est vrai que les privés sont libres de mettre parfois hors de prix les frais. Les frais Mais scolaires. vous allez dans des écoles où on enseigne des choses ordinaires, maternelles, primaires, mais c'est à 700, 800, 400, 500 dollars. Donc je crois que ça aussi, c'est un problème qui frappe à chaque maison, qui frappe tout parent, mais on va aller vers qui? Il y a des préférences aussi pour le parent. Non, nous préférons les écoles privées. Les écoles privées, oui, parce que généralement, l'école publique, il y a une sorte de négligence qui continue. Mais je crois... Et surtout qu'il y a aussi moins de grèves dans les secteurs privés. Dans les secteurs privés. C'est pourquoi ils exagèrent aussi, en mettant un peu le... Oui, mais ils exagèrent, parce que bon, c'est quand même... Payer 800 dollars pour un élève, un enfant à la maternelle, il apprend quoi? Il apprend les chansons, les couleurs, il apprend quoi par ça? Je crois que, comme disait tout à l'heure Dieudonné Boinali, nous sommes comme dans une systémique où l'État est l'élément central. Alors, si l'État ne donne pas, c'est comme le cœur, il doit donner le sang à tout l'organisme pour que le cerveau continue à travailler, justement. Donc, l'État doit pouvoir payer, parce que si vous payez les gens, il y a les enseignants qui vont se retrouver, il y a les fonctionnaires qui vont se retrouver, il y a les agents de l'État qui vont se retrouver, il y a même ceux du secteur informel qui vont se retrouver, parce que la dame qui vend les beignets au coin, la dame qui vend les ketch au coin, si le fonctionnaire n'est pas payé, elle aussi elle ne vend pas, donc elle est en crise. Donc je crois que l'État est l'élément central pour pouvoir donner, on va dire comme du sang, quoi, dans le corps humain, pour que le corps continue à fonctionner. Voilà, nous retenons bien ce que vient de dire Patrick Ilunga. L'État est l'élément central, c'est l'État qui doit vraiment distribuer et qui doit donner le moyen à tous les autres acteurs afin de faire fonctionner la société congolaise. Voilà, nous courons vraiment derrière le temps, mais il y a un sujet qui a été aussi prévu, c'est le putsch au Gabon. Le Gabon, vous le savez, vient de connaître un putsch militaire. Le président Ali Bongo a été démis de ses fonctions et actuellement c'est le général Brice Oligui Nguema qui devient le président de la transition. Il va prêter serment le lundi, le 4 septembre, donc le lundi prochain. Nous allons le suivre ici et puis nous allons revenir pour un petit commentaire avant de boucler cette émission. Je vous annonce que sur la base de vos propositions, que je retiens prioritairement 4 pour l'instant, que nous allons dans l'immédiat concrétiser sous la supervision directe. Il s'agit le règlement de la dette intérieure par la mise en place du club de Libreville. Même si par le passé, à la DGSS, nous avons enquêté sur le club de Libreville et qu'on a trouvé plusieurs irrégularités. Je le sais parce que j'ai été enquêteur dessus. La restauration de la journée comptable du Trésor pour mettre fin aux petites combines entre copains et coquins. L'appel systématique au système bancaire lorsqu'il s'agira de financer nos projets. Et enfin, 4, la mise sous gestion du secteur privé des 2 caisses des prévoyances sociales que sont la CNSS et la CNAMGS, afin de mettre un terme à la souffrance de nos compatriotes. Nous avons pris note déjà de ce qui nous a été dit, mais il était de notre devoir de poser un certain nombre de questions. Si c'est une transition avec une restauration des institutions, le délai de la transition, nous voulons savoir que s'il y a une transition et qu'il y a une restauration, ça veut dire que nous n'allons pas rester dans une situation, on va dire, ad vitam aeternam de transition. Donc nous étions, il était question pour nous de poser la question en termes de délai. Vous voulez une transition de combien de temps? Première question. Deuxième question, la restauration, on va dire, des institutions prendront combien de temps? Est-ce qu'il y aura un gouvernement de transition? Parce qu'il y a quand même des ministères. Est-ce qu'il y aura un Premier ministre? Est-ce qu'il y aura un gouvernement, etc. Voilà, nous revenons sur ces plateaux. Patrick Ilunga,
nous suivons tous cette actualité. Ali Bongo, qui a été proclamé président élu du Gabon avec 64%, mais juste après l'annonce officielle de résultat, un putsch, un coup d'État a été opéré et il est démis de ses fonctions. Maintenant, nous, c'est le général Brice Oligui Nguema qui devient le président de la transition. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle, si on parle de la contagion de putsch en Afrique? Oui, d'autant plus qu'au Gabon, un putsch n'a jamais réussi. Ceux qui connaissent l'histoire se rappellent par exemple qu'en 1964, le président Léomba avait été déposé aussi par un putsch, mais qui n'avait duré que 1 ou 2 jours, restauré par la France, l'armée française. En 2019, le président Ali Bongo, il y a eu aussi un putsch qui n'a duré que quelques heures. Voilà, cette fois-ci, tout le monde regardait, il disait, mais est-ce que cette fois-ci ça marchera ou est-ce que le Gabon sera l'exception qu'on connaît d'un pays qui n'a jamais connu de putsch? Mais cette fois-ci, on voit que le général, apparemment, il s'installe. On ne connaît pas très bien ses intentions. Il semble que ceux qui analysent un peu la gestion des États, ils disent un mauvais gouvernement vaut mieux qu'un putsch. Donc un putsch, c'est une anomalie qui nous arrive. Bon, une anomalie qui nous arrive. Qui nous arrive quand? Qui nous arrive dans une situation anormale aussi, parce qu'il faut dire que les Bongo, c'est presque 60 ans de règne, parce que Omar Bongo, c'est même avant de prendre le pouvoir, je crois en 67-68, il était déjà dans le sillage du pouvoir avec l'ancien président Léomba, et donc les Bongo, c'est presque 60 ans de pouvoir. Toute une dynastie qui règne. C'était quand même anormal qu'une seule famille régente le pouvoir, le pays pendant autant d'années. Mais tout de même, on doit s'interroger. Est-ce que le peuple gagne dans ça? C'est la question que moi je dois me poser. Excusez, il y a 2 images qui ont circulé. Nous avons suivi dans des médias internationaux, partout dans les réseaux sociaux, voir la population crier liberté. Jubilé parce que, ils ne savaient pas comment se débarrasser de Bongo et de sa famille. Donc à partir du moment... Le peuple gagne la liberté. C'est ça qu'on va voir. On va voir maintenant si ça réussit. Maintenant, ce qui est curieux, parce que moi j'ai suivi un peu avec attention cette affaire-là, Monsieur Oligui, le général, c'est quelqu'un du sérail. On dit que c'est un cousin. En réalité, ce n'est pas un cousin de sang. C'est quelqu'un qui était garde, on va dire, aide de camp de Omar Bongo. Donc, qui était adopté dans la famille, donc qui était comme quelqu'un... C'est une filiation un peu comme quelqu'un qui est adopté, mais pas de sang, un frère de sang. Donc c'est quelqu'un du sérail, du pouvoir aussi. C'est pourquoi l'opposition crie on va dire, une révolution de palais, c'est-à-dire que rien ne changera en tant que tel. Mais Oligui, c'est quelqu'un qui a été avec Omar Bongo. Mais lorsque Ali Bongo arrive au pouvoir en 2009, après la mort d'Omar Bongo, Oligui est écarté quelques mois après. On dit d'ailleurs qu'ils n'avaient pas une très bonne relation avec Ali Bongo. Il est écarté, il va être envoyé dans les ambassades. Attaché militaire au Maroc, au Sénégal, au consort. Il revient quand au Gabon? Il revient en 2019, après que Ali Bongo ait connu l'AVC. Alors il revient, moi ce que je ne comprends pas, je ne peux pas expliquer ça. Il est directement très vite promu même au rang de général, chef de service de renseignement militaire, donc un collaborateur direct du chef de l'État. Alors, est-ce qu'il n'a pas été préparé par une puissance étrangère pour justement succéder à Ali Bongo? C'est parce qu'il faut rappeler que le mandat au Gabon, c'est 7 ans. 7 ans, c'est quand même long pour quelqu'un qui a été affaibli par l'AVC. Est-ce qu'ils n'ont pas préparé Oligui? Est-ce qu'un pouvoir étranger n'a pas préparé Oligui pour qu'il succède à Ali Bongo, sachant que Ali Bongo lui-même, il préparait son fils Noureddine Valentin Bongo. Donc c'est, on va dire... Qu'on a arrêté pour haute trahison. Entre autres pour haute trahison, mais je crois que les putsch salvateurs, on en a connu
quelques-uns en Afrique. Par exemple, celui de Amadou Toumani Touré au Mali en 1991. De Jerry Rawlings dans les années 80-90. On en a connu comme ça même un putsch dernièrement, je crois, c'était en 2010 au niveau du Niger, Mamadou Tandja qui voulait trépatuer tout ça, la constitution pour s'éterniser au pouvoir. L'armée est venue, a fait un putsch salvateur pour prendre le pouvoir, le remettre aux civils. Est-ce que ça c'est un putsch salvateur? Question mark, comme on dit. L'histoire nous en dira plus. Dieudonné Bonali, vous avez aussi la même lecture où vous pensez que avec ces putsch ici, c'est la fin de la dynastie Bongo et il y a même le porte-parole de la communauté religieuse qui s'est interrogé. Quelle sera la durée même de la transition? Comment ça va se faire? Est-ce que les civils reprendront le pouvoir? Donc il y a plusieurs interrogations, mais avec vous, quelle lecture faites-vous? Que pensez-vous de cette situation? Moi, je vais d'abord parler du contexte. Nous sommes en Afrique dans un contexte où les Africains sont en train de se libérer du joug colonial, même si beaucoup de pays africains ont eu l'indépendance vers les années 60. Beaucoup de ces indépendances n'ont été que des indépendances de façade. En réalité, l'Occident a continué à coloniser les États africains par l'intermédiaire des Africains eux-mêmes, des compatriotes que nous sommes. C'est pour cela que vous avez vu la théorie de la géométrie variable sur la démocratie. Et quand ce président-là est bien élu, bon, du fait qu'il ne rassure pas l'Occident, bon, on est contre lui. Il est mal élu, bon, du fait qu'il rassure, on les soutient. Il est au pouvoir, bon, il ne fait rien pour les Africains, il n'y a pas de développement du pays, pas de développement des infrastructures, l'éducation, la santé laissée à l'abandon, c'est la famille présidentielle qui s'enrichit. Mais du moment où les présidents qui sont au pouvoir satisfait les intérêts des Occidentaux, on les laisse, ils peuvent faire même 40 ans, 50 ans, 60 ans au pouvoir. N'en déplaise aux Africains, il est meilleur président pour les Occidentaux. Je vous donne comme exemple, suivez le discours des autorités françaises sur la même problématique. Vous avez le Niger, il y a eu un coup d'État au Niger, il y a eu un coup d'État au Gabon, mais les autorités françaises semblent bénir les coups d'État qui s'est passé au Gabon que celui qui s'est passé au Niger. Ou bien les autorités françaises n'ont pas peur là de développer... Et pourtant, les mêmes pays, la France, a des intérêts et au Niger, liés à l'exploitation minière, gazière et pétrolière. Vous avez Areva qui a changé de nom, j'ai oublié le nom de la nouvelle dénomination de la compagnie, qui est dans l'exploitation de l'uranium au Niger. Vous avez Total et d'autres entreprises françaises qui sont installées au Gabon, qui sont dans l'exploitation pétrolière et minière. Du moment où Olugui, les nouveaux hommes forts du Gabon, rassure les autorités françaises, vous voyez, il y a une sorte de, comment je dis, de bénédiction, d'acceptation du coup d'État. Mais quand vous sortez du Gabon, vous allez un peu au nord, au Niger, on vous dit non, le président déchu doit rentrer au pouvoir. Non, la CEDEAO doit intervenir. Bon, mais laissez-moi poser un peu ce n'est pas le même discours dans la région. Laissez-moi un peu poser cette question. Ouais. Mais est-ce que, puisque la France a déjà constaté qu'avec les Niger, ça ne marche pas, avec le Mali, ça ne marche pas, non plus le Burkina Faso, mais aussi tenir un discours anti-putschiste, ça susciterait pas encore un sentiment anti-français au Gabon, alors qu'il y a encore deux intérêts, perdre encore le Gabon comme on Vous êtes arrivé là où je voulais atterrir. Je suis d'accord avec Patrick, qui est tenté de cogiter comme moi, pour dire que est-ce que ce coup d'État-là n'a pas reçu la bénédiction de la France? Est-ce que ce coup d'État-là n'a pas été anticipé par Paris pour couper un peu les herbes sous les pieds des Russes? Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. La Russie est soutenue par certains pays, des grandes puissances,
dont la Chine et la Corée du Sud. Vous avez de l'autre côté et la Corée du Nord, que j'ai oublié. Vous avez de l'autre côté l'Ukraine avec tout l'Occident derrière lui. Cette guerre-là, voilà, cette guerre-là s'est exportée vers l'Afrique. Et la France est tentée de voir comment elle est tentée de perdre ses intérêts dans les continents africains. La France a déjà perdu au nord et dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Il faut voir aujourd'hui comment sont les relations entre la France et des pays comme la Tunisie et l'Algérie. Il faut voir aujourd'hui comment sont les relations entre la France et le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée et beaucoup de pays africains. Maintenant, cette contagion-là des coups d'État est arrivée jusqu'en Afrique centrale. La France est en train de craindre la même situation au Gabon, au Congo-Brazza, au Cameroun, là où il y a des intérêts. Voilà pourquoi il y a certains analystes, même des journalistes, des grands journalistes, Patrick Lalala cogitait tout à l'heure, et ce n'est pas un coup monté par la France. Parce qu'il y a une sorte d'accalmie, tout s'est bien passé, il n'y a pas... Vous avez déjà vu un coup d'État? Vous avez déjà vu un coup d'État où il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts d'hommes, il n'y a pas de pillages. Tout s'est passé calmement au Gabon, comme si c'était déjà préparé en avance. Si un opposant essaie de prendre le pouvoir, nous allons faire ceci. Nous allons continuer le régime d'Omar Bongo sans Omar Bongo. C'est l'impression que nous avons, nous, les journalistes économiques. Oui. Il ne faut pas oublier que le Gabon, c'est un grand pays producteur du pétrole. Au niveau de l'Afrique, il est dans les top 10. C'est le 9e grand producteur du pétrole en Afrique. Aujourd'hui, le Gabon livre au sein de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs du pétrole, l'équivalent d'au moins 185 000 barils par jour dans les marchés de l'OPEP. Au Gabon, on exploite les bois. C'est un grand pays africain, on exploite les bois en masse. Vous avez aussi l'exploitation du manganèse. C'est pour vous dire que la France a beaucoup d'intérêt au Gabon que dans beaucoup de pays dans la région. Vous avez aussi une base militaire française au Gabon d'au moins 350 combattants. Ces militaires-là, vous les avez vus bouger pour rétablir Omar Bongo, mais c'est moins que les remettre au pouvoir. C'est moins que le nombre de militaires qui a au Niger. Ils sont superbement armés. Hein. C'est une base militaire française en Afrique centrale. Vous avez une autre base à Djibouti, une base française qui peut venir peut-être main forte à la base française qui est au Gabon. Est-ce que vous avez vu ces militaires-là bouger pour aller répondre à l'appel lancé en anglais au monde anglo-saxon par Omar Bongo? Que non, c'est l'homme de la France, Ali Bongo. Voulais-je dire, c'est l'homme de la France-Afrique. Il nous a beaucoup aidé dans la région. Là, c'est clair. Il nous a lancé un appel. On doit les remettre. Là, c'est clair. On sait que la France était déjà. On sait déjà que la France était gênée de voir le Gabon intégrer le Commonwealth. Vous comprenez? Oui. La France était déjà gênée de voir les Gabon entrer dans le Commonwealth, l'équivalent de la francophonie depuis janvier 2023. Et vous avez vu ce que Omar Bongo a tenu comme discours dans les derniers sommets en Afrique, même en Russie. Ça ne faisait pas plaisir à la France. Et puis bon, l'ère Omar Bongo, Ali Bongo a beaucoup duré. Il fallait qu'on tourne aussi la page et permettre à un autre de prendre les rênes du pays. Voilà mais la dynastie Bongo continue toujours. Bon, voilà, là c'est la fin de votre émission Géopresse, mesdames et messieurs. J'ai dit aux différents intervenants, aux deux invités journalistes, Patrick Ilunga, Dieudonné Boinali, infiniment grand merci pour leurs analyses. Avec eux, nous avons commenté tout le gros sujet qui défraie la chronique, manifestation à Goma, rentrée scolaire en République démocratique du Congo, prévue pour le 4 septembre, et puis le putsch au Gabon où le président Ali Bongo n'est plus président, n'est plus chef de l'État, et c'est maintenant l'homme fort, le général Brice Oligui Nguema, président de la transition. À vous, fidèles téléspectateurs, un grand merci aussi pour votre aimable attention, et aussi à la régie, John Ngando, jusqu'à Ntamba, Alice Mpemba, Noël Tunda, le maestro. Merci, à la prochaine. Merci.